Isabelle Barthes et Thierry Willem. Bonjour. Merci. Bon. Alors, on n'opère pas sans appète. On voulait simplement vous dire avant qu'on était ravis de vous revoir et qu'on avait trouvé d'une richesse incroyable vos retours de questions et de remarques hier lors de la table ronde. On a pris beaucoup de plaisir avec vous hier et donc on a pris du plaisir à travailler ensemble. Par contre, je suis désolé, on vous a menti, on n'a pas répété les claquettes, donc on ne va pas faire de claquettes. Alors, nous, on va vous parler du Big Bang du management inclusif. Isabelle, dans toutes les recherches que tu fais, est-ce que tu as découvert, est-ce que tu as vu un Big Bang arriver? Est-ce que la télécommande ne marche pas? Alors, le Big Bang de la zapette n'a pas lieu. Si. Et voilà. Il y a-t-il eu un Big Bang? Alors, le Big Bang du management inclusif, non, pas encore. Et je pense qu'on est là pour s'y préparer et peut-être l'activer. On va voir ça pendant la petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Par contre, il y a eu beaucoup de petites explosions qu'on n'a pas vraiment entendues. Dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a commencé à entendre les modems crier leurs cris de petites hyènes en chaleur, et on n'a pas vu arriver ces nouvelles technologies. On n'a pas vu non plus arriver la globalisation. La globalisation, c'est actuellement 35% des personnes qui vivent sur cette planète qui habitent loin de leur région d'origine. Et si vous ne vous déplacez pas, le monde vient à vous. Une école de management, c'est 40 nationalités et 30% d'étudiants qui viennent de l'étranger. Et vous le savez tous, dans vos équipes, quand vous descendez acheter votre baguette, vous rencontrez des gens de la planète, mais qui ne sont pas de votre quartier d'origine. Je disais, dans les années 90, on a commencé à voir arriver, ça a été mon cas, les modems, et on n'a pas entendu ce que ça allait produire. Cette magnifique, maintenant, hyper-connexion avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé hier, et qui fait que le monde est ubiquitaire. Tout est possible, le matin, à midi, le soir. Je discute sur des forums, j'achète des chaussures à 2 heures du matin, je fais mes listes de courses ou j'achète mes billets d'avion pendant une réunion ennuyeuse, je fais mes mails au square en surveillant mes enfants, et surtout, je suis en conversation avec le monde entier. Et ça existe même dans les entreprises où, j'imagine, vous avez la même chose, on arrive à partager des joies, des peines entre personnes grâce à ces forums sur lesquels on échange au sein de la même entreprise. Alors, s'il n'y a pas encore eu de Big Bang dans peut-être les technologies et encore peut-être moins dans le management, il y a quelque chose qui arrive et qui est considéré comme Michel Serres comme certainement une des plus grandes révolutions de l'époque de l'humanité. Il dit il y a eu trois révolutions, il y a eu l'écriture, l'imprimerie et il y aura l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se tromper, les technologies évoluent avec la loi de Moore, c'est-à-dire que depuis 40 ans, les processeurs doublent de taille et permettent effectivement d'avoir 2 fois plus de puissance au même prix, tous les 18 mois. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que chacun d'entre vous a dans sa poche un téléphone, mais qui est un ordinateur, qui a la puissance, n'importe quel iPhone, n'importe quel BlackBerry aujourd'hui, a une puissance de calcul supérieure à ce qu'avait la NASA en 1969, quand le premier homme a marché sur la Lune. Ça, dans 5 à 10 ans, il y a un ordinateur qui s'appelle Watson aujourd'hui, qui est la véritable intelligence artificielle. La véritable intelligence artificielle, c'est quand vous posez une question à la machine, elle répond mieux que des personnes qui sont à côté, et on ne sait pas qui répond, si c'est la machine ou si c'est les personnes. Et donc, dans les années 90, IBM avait vaincu Kasparov aux échecs. Maintenant, Watson bat n'importe qui au jeu Jeopardy. Vous allez me dire, la belle affaire. Non, pas la belle affaire. Watson appliqué à la médecine. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'aujourd'hui, dans le niveau de la recherche pour le cancer, il y a tellement eu de data et Watson a tellement appris, parce que c'est de l'intelligence accompagnée, l'intelligence artificielle. Watson a tellement appris qu'aujourd'hui, par rapport à une demande de diagnostic, vous prenez 100 cas et vous les benchmarkez par rapport à 100 médecins dans le monde. Watson arrive en général, dans 90% des cas, au niveau des 10% professeurs les plus qualifiés dans le monde en cancérologie.
Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, Watson, c'est encore un gros ordinateur. Dans 5, 10, 15 ans, chacun aura Watson dans sa poche. Ça veut dire qu'en Afrique, une personne souffrant d'un cancer pourra avoir le diagnostic exact. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au Big Bang potentiel du management? C'est que 30 à 50% des jobs existants aujourd'hui n'existeront plus. Et ça veut dire que le médecin, son rôle sera, comme il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, de s'occuper des malades et de les maintenir en bonne santé, de les accompagner psychologiquement, mais pas de faire un diagnostic, parce que la machine sera en général toujours plus forte qu'un médecin moyen dans ce domaine. Donc, il n'y a pas encore eu de Big Bang, il y a une accélération énorme, mais préparez-vous au Big Bang et il y aura des conséquences énormes sur le management. Alors, 4 explosions. La 4e, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle l'individuation. Comme le disait le grand philosophe Alain Bashung, nous sommes devenus tous notre petite entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de plus en plus d'individus. Michel Serres le dit, nous avons perdu les grands récits, nous avons perdu les grands collectifs, les grands repères, et nous sommes de plus en plus nous-mêmes en construction de notre avenir, responsables de notre réussite, de notre développement personnel et professionnel. Ce qui peut être extrêmement fatigant. On parle de la fatigue d'être soi, ce qui explique aussi l'absentéisme, les burn-out, les fatigues, les prises de psychotropes. Donc 4 explosions qui, en très peu de temps, moins d'une génération, ont cheminé et nous mettent dans souvent une grande difficulté dans notre vie professionnelle. Nous sommes dans un monde... On entre dans l'économie de la collaboration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est terminé le patron qui est au 10e niveau hiérarchique et qui a l'information. L'information est partagée, l'information arrive au niveau de tous les collaborateurs, de toutes les personnes de la société. Donc, quelque part, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on parlait hier d'intelligence en termes de QI, Gérald Karsanti vous en parlait. Aujourd'hui, les nouveaux managers, et on le confirme, c'est évident, on les prendra sur leur coefficient émotionnel et moins sur leur QI. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de partager. Et les jeunes générations, les Y dont on parlait également hier, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une économie du partage. Mon fils, quand il a eu son bac, j'avais eu l'erreur de dire, s'il y en a un qui a eu une mention très bien, je lui paye une voiture. Bon, il a eu une mention très bien. J'ai été obligé de payer une voiture. Il ne s'en est pas servi. Il me dit, papa, à quoi ça me sert? À Paris, il y a des métros et puis il y a des Vélib, économie du partage. Et puis quand je voyage avec Blablacar, économie du partage au niveau de l'individu, économie de la collaboration de la même façon. Et on arrive, pour les managers de projet, on est en mode projet, on crée une équipe, on collabore ensemble, qu'on soit à Singapour, à Shanghai, à Tokyo ou Paris, on collabore ensemble pour le temps d'un projet, on le mène et on réussit, et après l'équipe se reconstruit. Alors, c'est un paysage dont vous avez beaucoup entendu pendant ces 2 jours parler, que vous connaissez pleinement, mais rien n'est simple. Rien n'est simple, autrement, on vous mentirait. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité des entreprises? Il se passe ça. Il se passe que, comme en 1917, dans l'Aisne, où on voit cette cavalerie française attaquer des chars allemands à cheval avec des lances, on a souvent l'impression de se tromper d'époque. On en a parlé hier, les générations se croisent, on se sent à la rue, on n'est pas équipé pour, on n'est pas forcément tout le temps au top. Et ça, c'est un sentiment qu'on rencontre beaucoup dans les organisations quand on va creuser, enquêter, discuter avec les personnes. Et c'est quelquefois la machine à café, évidemment, qu'on entend les plus beaux témoignages par rapport à ce sentiment. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Sentiment de perte de contrôle. Globalement, on a du mal à suivre l'évolution de la machine. Pourquoi? Parce que l'humain réagit à la manière humaine, et donc il faut un temps pour s'adapter, il faut un temps pour le changement, il faut un temps pour faire un deuil de ce qu'on faisait hier et qui est forcément différent demain. Et par rapport à ça, quand ça va trop vite, on est perdu, on a peur de ne pas suivre, et puis après, vous connaissez tous la pyramide de Maslow, on redescend et on se dit, mais bon sang, je vais même perdre mon job.
Quand on est en plus dans une société relativement anxiogène comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui, et on n'est plus dans les 30 glorieuses pour lesquelles la croissance était une quasi-certitude, eh bien effectivement, il y a un sentiment de perte de contrôle parce qu'on n'arrive pas à suivre la technologie. Premier sentiment de perte de contrôle. Le deuxième, c'est la technologie qui emmène l'homme dans du travail un peu déshumanisé. Alors vous me direz, rien de nouveau par rapport au temps moderne de Charlot, par rapport à Brésil, pour ceux qui aiment le cinéma, mais aujourd'hui, j'ai vu des comptables dans mon entreprise, quand on a mis un ERP, qui sont venus me dire « Mais Thierry, on ne peut même plus décider, le ERP prend la décision à notre place. Donc moi, il faut que je suive le process qui m'est indiqué par la machine. » Donc effectivement, c'est bien l'automatisation, mais globalement, on perd contrôle parce qu'on a du mal à suivre, et puis en plus, on est un peu guidé dans des rails pour faire effectivement ce que la machine nous demande. Donc il y a une relation avec la machine qui, avec l'intelligence artificielle, va être pas facile à vivre, et c'est ce qui est vécu aujourd'hui dans les entreprises. Et plus vous êtes au niveau le moins élevé de l'entreprise, et bien plus c'est anxiogène, plus c'est difficile, parce que plus ce risque de perdre votre job, donc de gagner votre vie, parce qu'au final, le travail, c'est bien cela, c'est gagner sa vie, eh bien, il est important. Et je crois que hier, on a beaucoup parlé d'une entreprise en société. Je crois que les semaines que nous venons de passer politiques montrent ça. Je crois qu'il ne faut pas être indifférent au vote qu'ont exprimé beaucoup des millions de Français, et avant eux, des millions d'Anglais avec le Brexit, et avant eux, des millions d'Américains avec Trump. C'est ça qu'ils expriment, cette perte de contrôle de leurs gestes, de leurs projets. Ils ne voient pas où ils vont, ils ont le sentiment que le monde tourne sans eux, et c'est ce décalage sur lequel nous devons, nous, managers, aider des personnes, des hommes et des femmes, à avancer tranquillement. Alors, Thierry, tu as mené une enquête très importante, je crois, auprès de milliers de personnes, et il y a quelques chiffres qui en ressortent. Dans le cadre de Wisdom Paris, donc, qui est un cycle de conférences sur comment ramener l'homme au sein de l'entreprise, on s'est inspiré de ce que faisaient les Américains à San Francisco, où à un moment donné, ils ont dit mais on travaille comme des fous, on est work-alcoolique, on est plus qu'alcoolique d'ailleurs avec certaines substances, mais on perd notre vie. On est en train de gagner notre vie. Mais en gagnant de l'argent, mais on perd le sens de la vie. Donc ils ont décidé d'arrêter tout ça il y a 7 ans. Et quand on leur a demandé de venir à Paris le faire, ils ont dit non, on est débordés, mais faites-le vous-même à Paris. Alors avec des amis, on l'a fait. En partenaire de Wisdom Paris, on a la société Deloitte, dont la practice capital humain en France a 200 personnes. Ils ont fait une grande étude sur 2000 salariés en France, donc c'est tout récent, il y a 5 mois, pour mesurer le niveau de stress des collaborateurs. Eh bien, vous voyez que la moyenne est de 6 sur 10. Vous imaginez l'écart type et le nombre de personnes qui sont à 8, 9, voire en burn-out. Et ça, c'est intéressant. Il y a 10 ans, le mot burn-out, il n'y a personne d'entre vous qui l'utilisait. C'était un mot qui n'était pas connu. Aujourd'hui, combien de fois par semaine vous en entendez parler? Le mot stress en entreprise, c'était il y a 20 ans. Je suis remonté en arrière, etc. 20 ans, on ne parlait pas de stress. On disait « oh, je suis un peu déprimé, oh, j'ai trop de travail ». Mais tout ça, c'est des maladies qui sont dues notamment à l'accélération des technologies et le fait qu'on perd le contrôle et qu'on n'arrive pas à suivre. Alors, dans la même enquête, 47% des personnes interrogées ont le sentiment de surcharge, ont le sentiment que cette phrase atroce, c'était pour hier, et d'être toujours à courir après le temps. Et évidemment, ces mails qui tombent, ces injonctions pour toujours plus vite. Vous connaissez tous le roman de Lewis Carroll avec le fameux syndrome de la reine rouge. Mais pourquoi vous courez? Parce que si j'arrête de courir, eh bien, je reste sur place, les gens avancent, et ça y est, je recule. Nous sommes dans un monde du syndrome de la reine rouge. Et c'est vrai que ça produit forcément du stress, de la fatigue, et des comportements, on va le voir, qui sont problématiques dans les entreprises. 61%, toujours la même enquête, on nous a dit hier un autre chiffre, 63%, des personnes qui travaillent dans les organisations ou qui sont présentes dans les organisations sont désengagées. Désengagées, ça veut dire quoi? Elles sont là, mais elles pratiquent la présence absente. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles font leur job, pas forcément avec beaucoup d'énergie, mais elles n'ont pas ce qu'on va appeler la motivation. Vous savez, la motivation dont on vous a parlé en sport, ce petit moteur qui pousse à agir.
Et la motivation, c'est quelque chose d'assez magique qui naît de l'implication et de l'engagement. Eh bien non, il n'y a plus l'implication, il n'y a plus l'engagement, on n'y croit plus vraiment. Mais on est obligé de rester là parce qu'il faut payer le loyer, les études des enfants, parce que le comité d'entreprise est bon, parce qu'on aime bien ses collègues. Une des phrases les plus difficiles à poser pour un patron, c'est de dire « Mais pourquoi tu es venu travailler ce matin ?» Des études le font, et qu'est-ce qu'elles nous disent ? Ben parce que j'aime mes collègues, parce que j'aime mes clients, parce qu'il faut bien que je gagne ma croûte. Et c'est rarement parce que je veux contribuer à un projet. 61% de gens désengagés. Et il y a pire, il y a 28% qui sont activement désengagés. Alors ça, c'est des vrais candidats au burn-out, pour certains. Quels sont-ils ? Dans un joli livre que Isabelle a écrit, qui s'appelle « La comédie du management », elle parle de passagers clandestins. Donc il y a des types de personnes dans l'entreprise. Et le chapitre passagers clandestins est exactement là-dedans. C'est quelqu'un qui est dans l'entreprise, on ne sait pas ce qu'il fait, il vient pas, on ne le connaît pas, les gens lui disent bonjour de temps en temps, mais c'est le passager clandestin. Et il y a pire que le passager clandestin, il y a le saboteur aussi. Et le saboteur, c'est de dire, de toute façon, hein, je ne suis pas d'accord avec eux, donc je fais tout pour faire en sorte que ça ne marche pas. Comme ça, je pourrais dire que je l'avais bien dit. Et ça, c'est terrible. Dans un monde où il y a une seule certitude, c'est que le changement va s'accélérer, c'est trop facile de dire ben, « moi, je n'avais pas voté pour lui, donc de toute façon, je vais saboter. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette organisation, donc je vais bien montrer qu'elle ne marchera pas. » Au fond de nous, on a tous eu tendance, une fois dans la vie, à le faire. Celui qui n'a jamais eu tendance à ne pas à vouloir saboter et qui lève le doigt. Mais franchement, ça, c'est un nombre de plus en plus important parce que la même enquête, il y a quelques années, ne disait pas ça. Des désengagés, il y en avait à peu près autant, mais des activement désengagés, c'était plus rare. Et un radar, pour compléter, un radar très fort, c'est quand on envoie des étudiants pour la première fois faire un stage lourd ou un apprentissage en entreprise. Ils imaginent le monde du travail avec des gens très motivés, qui ont envie d'avancer et tout, et ils reviennent et ils nous disent « mais non, ce n'est pas le cas, ils n'ont pas envie, ils n'y croient pas ». Et ça, c'est très fort. On a un miroir comme ça du monde du travail qui peut être très déceptif. Alors, devant ce tableau qui n'est évidemment pas tout rose, mais on ne serait pas responsable si on ne vous peignait que les couleurs de l'entreprise en rose et dans des couleurs d'optimisme, il y a une attitude qu'on rencontre souvent, c'est le déni. Tout va très bien, Madame la Marquise. Moi, je suis chercheuse. Quand je mène des entretiens, des diagnostics auprès d'entreprises, les dirigeants ont tendance à me dire « Non, non, mais tout va très bien, il n'y a pas de souci ». Et c'est quand on creuse, qu'on va vraiment voir à la base, qu'on rentre dans les ateliers, dans les centres d'appel, enfin dans tout ce qui est l'organisation, la production, là, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Et pratiquer ce qu'on appelle le management comme si, as if management, comme si tout allait bien, avec des grands messes, des grands mots et des grandes injonctions, mais ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire avancer les choses. Ce qui fait avancer les choses, c'est de sortir la tête du sable. Et effectivement, comme tu le dis très bien, Isabelle, faire le COPSI, les best practices du management traditionnel ont atteint leurs limites. D'abord, l'accélération du monde. Traditionnellement, les entreprises, certaines grandes entreprises, quand elles le font des enquêtes d'opinion des collaborateurs tous les 2 ans. Et puis après, il faut un plan d'action pour 1 an. Comment voulez-vous, alors que le monde change tous les mois, qu'une enquête de satisfaction fasse tous les 2 ans ait un impact? Alors aujourd'hui, par chance, sortent des produits qui sont très très intrusifs. Il y a une société en France qui a créé Our Company. Si vous travaillez dans une société, vous pouvez aller dans Our Company, c'est anonyme, et dire ce que vous pensez tous les jours de votre société avec un petit smiley. Et ça, c'est public. Donc ça va bien chahuter les DRH, mais c'est bien de les chahuter aussi. Qu'est-ce qui a aussi atteint ses limites? Les incantations. C'est un peu ce que tu disais, le hasif. On parle de la confiance, mais le mot est tellement galvaudé. Donc c'est un peu comme le livre de la jungle, fais confiance. Mais la confiance, qu'est-ce qu'on dit en entreprise? La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, vous m'excuserez, je n'adhère pas du tout à cette phrase. Pourquoi? Parce que si
ma femme, je lui fais confiance, je ne vais pas mettre, ou ma fille, ou n'importe qui, je ne vais pas mettre un détective pour suivre ce qu'elles vont aller faire. Pour moi, la confiance, quelque part, n'est difficilement compatible. La vraie confiance, pas celle qu'on dit « faites confiance au management », parce que ça, c'est de la confiance dans un sens. La confiance est quelque chose qui ne se décrète pas. On la construit par des gestes de confiance. C'est comme l'amour. L'amour ne se décrète pas, il y a des gestes d'amour. La confiance, c'est pareil. Mais c'est utilisé par le management, c'est galvaudé, et tout ça, ça atteint les limites. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut subir ou est-ce qu'on veut écrire notre propre livre? Et je crois que ce sont des personnes comme vous, des managers de projets, qui peuvent contribuer, c'est la notion de contribution, à écrire le nouveau livre de l'entreprise. Ce qu'on pense vraiment, c'est que chacun est responsable. Dans une économie collaboratrice, justement, où les gens qui vont aller sur Our Company, le cas que je citais, ils vont faire remonter, sans qu'on leur demande des informations à l'entreprise, parce qu'ils le pensent, eh bien ça, c'est des gens qui sont responsables, et quelque part, ça tombe bien, nos générations Y veulent être responsables, veulent prendre une partie de leur destin en main. Eh bien, les Américains disent to step up, se lever et faire en sorte qu'on avance dans l'entreprise. Parce que si on n'a pas une stratégie, quelqu'un aura une stratégie pour vous de toute façon. Donc il faut un changement. Le problème, c'est que... Il faut un changement, on le voit très souvent comme ça. Ça s'appelle la résistance au changement. Elle est humaine. Celui qui ne l'a pas, ce n'est pas tout à fait normal. Donc là déjà, il faut accepter que le changement, par nature, on n'aime pas. Pas pour rien qu'on parle de zone de confort. C'est quoi piloter le changement, Alors, Isabelle ? Piloter le changement, vous le savez tous, parce que vous êtes des managers de projets, ce sont des étapes, mais qui sont toujours les mêmes depuis que le monde est monde. D'abord, il faut expliquer l'enjeu. La première question qu'on va vous poser, mais pourquoi je le ferai ? Pourquoi je changerai de bureau ? Pourquoi je changerai d'organigramme ? Pourquoi je changerai de logiciel ? Pourquoi ? Ça, il faut y répondre. Ensuite, tu le disais, il faut vaincre la résistance, la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on me prépare? Est-ce que je ne vais pas être viré? Comment je vais résister à ce changement? Ensuite, il faut donner de la crédibilité. Parce qu'à force de tout changer, ce culte du changement perpétuel, ce mot changement que nous avons tout le temps à la bouche, eh bien, plus personne n'y croit. Ouais, laisse-le faire, il va encore changer, mais la semaine prochaine, on va encore avoir un autre consultant qui va arriver avec une autre méthode. Ça, on l'a tous vu. Communiquer juste. De quoi s'agit-il? Et on voit tout le temps se mettre en place quelque chose qui est le bruit dans les organisations. Nous, managers, on a l'impression que c'est clair ce qu'on dit. Mais le récepteur, qui est le salarié, le collaborateur, il n'a pas entendu ce qu'on lui disait. Et je peux vous dire qu'il y a des fois du brouillage sur la ligne, et on voit des managers qui disent « Mais comment il a pu croire ça? Comment est-ce qu'elle a pu penser que j'attendais ça d'elle ?» Ensuite, il faut donner les moyens. Trop souvent, on décrète le changement, comme tu disais, mais sans moyens. Alors les moyens, ça peut être de l'argent, ça peut être des structures, mais c'est aussi du temps. Envoyer les gens en formation, c'est très important. Et souvent, on zappe, parce que ça prend du temps, parce que ça coûte cher. Et donc, sans moyens, eh bien, on est, comme on l'a dit, complètement perdu. Ensuite, il faut avoir le sentiment que c'est un travail en commun. Il n'y a pas de changement réservé. C'est une catastrophe quand on dit « Ah ben c'est les DRH, les RH qui vont faire ça. Ça c'est le groupe projet ceci. » Parce qu'on enquiste le changement. On le donne à certains et puis plus personne ne se sent responsable. Alors que nous sommes tous co-responsables, peut-être pas productifs du changement, mais indirectement productifs. Et là, il faut vraiment se dire que c'est un travail en commun. Et puis enfin, il faut se dire que le changement, c'est rien. Ce n'est pas un changement avec lundi, mardi ou des étapes, c'est une métamorphose continue. Le changement a changé. Il faut le voir comme quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Et je crois que là, on devient beaucoup plus paisible. Il n'y aura pas de grand soir d'un changement, quel qu'il soit, dans les organisations. Alors, par rapport à ça, on voulait, avec Isabelle, vous dire quelle serait la unique selling proposition. Une seule. Une seule. Qu'est-ce qu'un management authentiquement inclusif? Et quand on dit authentiquement, vous savez comme moi qu'on perçoit beaucoup plus les gens et que dans la communication, il y a ce qui se passe avec deux intelligences, mais il y a aussi ce qui se passe entre deux êtres.
François Schenck disait que l'esprit résonne, RAI, mais que les âmes résonnent entre elles. Et si vous voulez être authentique, il faut raisonner par tous votre être et pas uniquement par votre cervelle. Et c'est ça, c'est être authentique. Et donc, Isabelle, un management authentiquement inclusif. C'est un management qui ne laisse personne au bord de la route. On l'a dit hier, un manager, il ne choisit pas toujours ses collaborateurs. Il doit être inclusif. Il doit amener chacun à contribuer au projet. Alors, il y a ceux qui sont partants, qui sont intelligents, qui sont toujours présents. Et puis, il y a ceux qui traînent du pied, qui ne comprennent pas, qui n'avancent pas. Eh bien, le boulot du manager, c'est clair, c'est d'inclure tout le monde. C'est par exemple, au moment du recrutement, de faire le pari et de prendre le risque de recruter tous les talents. Des gens qui peuvent être très différents de nous, beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeunes, avec une couleur de peau différente, une origine culturelle très différente, une religion différente, un handicap. Mais se dire, celui-là, celle-là, il a un talent, il a des vraies compétences, et même si c'est risqué, je l'inclus dans mon équipe. Management inclusif, c'est de la créativité. C'est donner un espace à vos collaborateurs pour qu'ils soient créatifs. Et ça, c'est très important. Un chiffre. L'entreprise Google donne 15% de leur temps à ses ingénieurs pour qu'ils travaillent sur des sujets qui leur plaisent, de leur choix. La seule conséquence, c'est qu'ils doivent ramener les résultats de la recherche chez Google et ça appartient à Google. Eh bien, figurez-vous que 50% des innovations majeures que Google sort viennent de ces 15% du temps. Donc, un véritable manager inclusif, c'est un manager qui sait créer les conditions dans lesquelles on peut s'épanouir. La vraie motivation est une motivation intrinsèque. Et vous le savez, quand vous avez des enfants, si vous êtes sur leur dos en disant « fais ça, fais ça, fais ça », c'est pas sûr que ça va bien marcher. C'est pareil avec vos collaborateurs. Pour la créativité, il faut être inclusif. Or, comme les entreprises qui ne sont pas créatrices n'existeront plus, il faudra certainement un Big Bang du manager inclusif. Et c'est de la motivation. On observe, on le voit, on le montre, que quand on recrute des gens différents, qui ne s'attendaient peut-être pas à être dans le bon profil, la notion du bon profil, qui est très interpellante, eh bien, on crée un attachement à l'entreprise, un attachement au projet. On a des gens beaucoup plus engagés. Et en plus, comme ils sont très différents, eh bien, ils regardent la même chose, ils regardent le même projet, mais avec des regards différents. Donc, les idées jaillissent. Et il faut admettre, quand on est inclusif, ce qu'on va appeler la controverse imprenante. Trop souvent, dans les entreprises, on aime le consensus. Et on est mal vu si on interpelle. Eh bien, c'est important d'être interpellé quand on est un manager. C'est important que l'exercice critique se fasse. Et ça se fait quand les gens sont différents et sont motivés, ils croient au projet. La reconnaissance aussi. Dans la même étude, on a montré que, on a posé la question ouverte, qu'est-ce que c'est la reconnaissance ? Eh bien, on a eu beaucoup de réponses qui disaient c'est dire bonjour, dire merci. Jusque-là, ça paraît simple, sauf que on a continué l'enquête et on a demandé aux collaborateurs quelle est la dernière fois qu'on vous a dit merci pour votre job, pour ce que vous avez réalisé. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait un tiers des collaborateurs interrogés qui ont dit mais dans l'année passée, on ne m'a jamais dit merci pour mon job. Et ça commence tout petit, on en parlait. Vous êtes sûrement tous parents, vos enfants arrivent avec leur bulletin de notes, ils sont tout contents du 18 en musique ou en gymnastique, et vous regardez le 4 en maths ou le 12 en géographie. Et ça, je crois que c'est important aussi de partir de ce qui est positif, plutôt que de toujours pointer ce qui ne va pas. Ça, c'est aussi la confiance. Oui, là, c'est le doudou du partenaire de Deloitte qui a fait la conférence, du fils du partenaire. On en a déjà parlé de la confiance, c'est une vraie confiance, c'est une confiance qui se partage, qui se donne et qui se reçoit. Et c'est un ciment extraordinaire dans une organisation. C'est ce qui va créer justement ce climat. Parce que c'est important. La confiance, on dit que voilà, ça fluidifie l'organisation. Vous gagnez un temps fou quand vous avez confiance. Si vous repassez derrière les personnes pour les contrôler, comme c'est double travail, c'est ce sentiment pour celui à qui on a délégué la tâche, de ne pas être en possession de ce qu'il avait à faire. Donc, on est dans l'idée d'un climat, d'un écosystème, on pourra dire, où les choses se mettent en place les unes après les autres.
Et le management inclusif, c'est effectivement, par définition, ne pas laisser sur le côté de la route les gens qui ont du mal à suivre, parce que non seulement vous allez créer du malheur, mais en plus, il y a une contagion en entreprise, et ça, c'est une étude qu'une université italienne a faite qui est juste énorme. Si vous n'êtes pas bien, il y a 60% que votre collègue d'à côté ne soit pas bien au bout de 2 heures. Donc, il y a une contagion. Ne laissez jamais tomber quelqu'un, parce que c'est bien entendu mauvais pour la personne, mais c'est mauvais pour votre service si vous êtes manager et l'entreprise au sens le plus large. Faire la fête aussi, avoir du fun. La troisième mi-temps, c'est très important également. Donc un management authentiquement inclusif, c'est attirer et animer tous les talents, développer de la créativité, gagner en fluidité, devenir agile grâce à cette confiance et à cette délégation et gagner donc en performance sociale. La performance sociale, on appelle ça du bien-être, on appelle ça de la satisfaction au travail, mais on sait que c'est un antécédent de la performance économique. Comment aimer son client, comment aimer son étudiant, comment aimer les gens avec qui je travaille? D'abord, il faut que je sois bien avec moi-même. Et quand on a cette relation paisible avec soi-même, quand on a cette relation de confiance avec les gens pour lesquels on travaille ou avec qui on travaille, quand on est peut-être dans ce qu'on n'a pas dit hier, un servant leadership, c'est-à-dire un leader mais qui se sent au service des autres, eh bien, on gagne en performance sociale et donc en performance économique. Et en performance économique, parce qu'effectivement, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Une entreprise, elle est là pour dégager des résultats. On se rend compte qu'il y a un lien direct dans la ligne qui est en bas à droite, qui est le bénéfice de l'entreprise, parce qu'on a comparé le premier quartile au dernier quartile des entreprises les plus bienveillantes et des entreprises les moins bienveillantes par rapport à un certain nombre de critères. De quoi on s'aperçoit? C'est qu'il y a 2 fois moins de maladies, 6 fois moins d'absences et 30% de productivité en plus quand il y a du management inclusif avec de la bienveillance. Alors, c'est aussi de l'innovation managériale. Alors ça, c'est Hamel, un chercheur qui a fait cette pyramide, et il nous dit quoi? Il nous dit que l'innovation sur les procédés, c'est de l'excellence opérationnelle, mais il n'y a souvent rien de distinctif. En tout cas, c'est vite copiable. C'est la même chose que pour l'innovation produits et services. L'innovation stratégique, elle vous permet souvent d'être devant les autres, mais vous êtes souvent très vite copié et imité. Alors que l'innovation managériale, ce climat dont on parlait, cette chose absolument indicible qui fait qu'on est reliés les uns aux autres, qu'on a confiance, qu'on sait qu'on va tous dans la même direction, ça, c'est inimitable. C'est ce qui fait des fois qu'on est dans une assemblée comme la vôtre et qu'on sait qu'on travaille dans la même entreprise alors qu'on ne se connaît pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce n'est pas une idée morale, le management inclusif. C'est aussi quelque chose qui a un vrai retour sur un investissement. Et cette notion d'innovation, je crois qu'il faut vraiment la garder en tête. Alors, on a choisi, hier on a parlé d'un certain nombre de valeurs, Isabelle et moi, on en a choisi 2, dont on va vous parler très rapidement dans les 3 minutes qui nous restent. Le courage, Isabelle. Alors, ces 2 valeurs que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle des vertus philosophiques. Le courage est une vertu cardinale. Cardinale, ça veut dire qu'on tourne autour du courage. Alors, le courage, c'est faussement simple. Être courageux en entreprise, ce n'est pas se payer son supérieur hiérarchique, lui dire ses 4 vérités. Ce n'est pas lancer un produit en n'ayant pas vérifié exactement et en dépensant de l'argent si ça va réussir. Ce n'est pas emmener les gens dans des zones de risque. Non, le courage, c'est justement évaluer les risques et y aller malgré tout. Ce n'est pas l'incompétence, ce n'est pas l'insouciance. Et le plus grand courage, c'est de vaincre ses propres peurs. On est courageux, on est courageuse quand on a évalué, quand on connaît ses propres peurs, ses propres défis et qu'on avance malgré tout. Pour mener ce management inclusif, il faut être courageux parce que souvent, on est bien seul à vouloir le conduire. L'exemplarité, on en a aussi beaucoup parlé hier, et donc je ne vais pas revenir dessus, c'est quand même une notion qui est assez self-explanatory, comme disent les Anglais, mais c'est de dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, et dans tous les actes de la vie, pas uniquement sur « il faut aller voir les clients », on va voir des clients. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs d'être en bonne santé si vous ne prenez pas soin de votre santé. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs d'être bienveillants avec les autres si vous-même, vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc l'exemplarité, c'est aussi une vertu. Et l'exemplarité
requiert aussi une zone critique. C'est-à-dire que donner exemple, c'est bien, mais vouloir que les autres prennent exemple en attendant d'eux simplement qu'ils vous imitent, c'est tout juste faux. Il faut accepter cette petite zone de distance critique et avoir le courage que les autres prennent exemple, mais en ayant des questions, en ayant ce fameux pourquoi dont on a parlé. Donc l'essentiel aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau en fait dans les théories du management, c'est d'introduire de la conviction, de l'intuition, de l'émotion. Je dis que c'est nouveau parce que les livres de management ont exclu l'émotion dans le management. Nous sommes dans des entreprises et dans des managements rationnels depuis des dizaines d'années, voire hyper rationnels. Et on voit peu à peu, on peut voir peu à peu des choses toutes simples. C'est qu'on peut être triste, c'est qu'on peut être fatigué, c'est qu'on peut en avoir ras-le-bol, et que ce n'est pas simplement le médecin du travail qui va résoudre le problème, mais qu'on a besoin, dans sa vie professionnelle, de retrouver des sources, des ressources, des motivations. Donc, c'est ce Y qui fait toute la différence. Y croire. Ce n'est pas croire un nouvel évangile du management, qui serait le management inclusif, c'est y croire avec force, conviction, envie. Juste une petite anecdote avant de conclure et d'ouvrir aux questions. Quand on fait ce type de présentation à des cadres ou des cadres supérieurs, on nous dit toujours « mais vous parlez des gens qui effectivement ont un degré de liberté, qui prennent des initiatives et management inclusif, quand vous êtes à la chaîne, c'est plus difficile ». Je vais raconter une petite histoire que j'ai adorée. C'est un patron d'un grand groupe de distribution en France qui va visiter ces supermarchés. Et quand il visite ces supermarchés, comme c'est un manager inclusif, il va voir les caissières. Et pendant qu'elle faisait ses études, j'avais envoyé ma fille faire caissière. Ça lui a donné envie de faire autre chose dans la vie parce que c'est très, très difficile. Et donc, il dit à la caissière, est-ce que ça se passe bien? Elle dit, je suis ravi. Et vous habitez où? Il dit, j'habite à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est à 40 km d'ici. Vous faites 80 km pour venir travailler? Elle dit, oui, oui, bien sûr. Oui. Mais vous savez qu'on a des magasins à Saint-Étienne, je vais demander votre mutation, il n'y a aucun problème. Ah non, mais vous plaisantez, je suis trop bien ici avec l'équipe. Ah mais pour rien au monde, je quitterai mon équipe. Pour rien au monde, je quitterai mon équipe 80 km par jour pour une caissière. Donc, quelque part, si ce n'est pas ça l'exemple du manager inclusif, je ne sais pas trop ce que c'est. Un grand merci pour votre attention. Thank you.